Multi-21's here. Yeah, Multi-21. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Multi-21, le dernier avant les vacances. Ça y est, nous allons partir au soleil si soleil il y a. Et pour m'accompagner sur ce dernier épisode avant les vacances, Pierre Mesley. Salut Pierre. Salut à tous, ça va Clément? Eh ben écoute, ça va très bien mon cher, comment vas-tu toi? Eh ben écoute, comme toi, bientôt les vacances et elles vont être les bienvenues. Effectivement, et pour la F1 aussi, ça va être les vacances et ça va être bienvenu puisqu'après on repartira sur 12 courses en seulement un peu plus de 3 mois. Ça va être très intensif la fin de saison. Comme d'habitude, on va être sur 3 mois, mais sauf qu'avant on avait cette course dans 12. Ça va être un peu intensif pour les équipes. Et avant cette trêve, nous étions au Hungaroring, un circuit qui est décrié depuis des années comme étant un circuit qui nous donne des courses moribondes, mornes. Et pourtant, sur ces dernières années, 2012, 2013, 2014, 2015, 2017, 2019, on peut commencer à les compter, les belles courses sur le Hungaroring. Comme il y en a plus que des mauvaises sur ces dernières années, il faut le dire. Et celle-ci a été particulièrement épicée, notamment à cause de ce départ qui a envoyé directement 5 voitures en abandon. On en rajoutera une 6e après avec Nikita Mazepin, plus la disqualification de Sébastien Vettel. Cette voiture au tapis, résultat, une victoire d'Esteban Ocon. Un Esteban Ocon qu'on avait vu depuis un moment en difficulté chez Renault, un Esteban Ocon dont le châssis avait été changé il y a 2 Grands Prix, un Esteban Ocon qui n'avait battu que 3 fois Fernando Alonso sur les 10 premières courses, un Esteban Ocon dont Laurent Rossi disait le plus grand bien avant ce week-end dans les pages de l'équipe et qui lui disait que Esteban allait retrouver la confiance, allait marcher. Et bien ça a été pour ce week-end et ça a été une grande victoire d'Esteban Ocon. Je te rejoins, c'est pas une victoire. Alors, c'est une victoire opportuniste, mais c'est une victoire qui a été construite de bout en bout, c'est-à-dire à partir du 2e départ, juste après l'arrêt inopiné, on va dire un petit peu d'Hamilton, il a tout mené de bout en bout. Il a retenu Vettel, et pourtant Vettel s'est montré menaçant à plusieurs reprises. Après, on sait qu'entre l'Alpine et l'Aston Martin, c'est un petit peu kiff-kiff, mais ces deux-là nous ont donné un spectacle. Ça a été une lutte quasiment jusqu'à la fin, ça a tenu tout le monde en haleine. Et Ocon a montré qu'aujourd'hui, c'était un très très grand. Il a souvent été décrié, il a dû faire énormément de sacrifices. On se souvient, il avait été placé chez Racing Point. Il n'a pas vécu une première saison facile face à Pérez. Il était protégé par Mercedes. À un moment donné, il se retrouve pilote de réserve pour pouvoir retrouver un baquet. Il casse son contrat Mercedes pour rentrer dans le giron de Renault. Donc c'était un gros pari. Aujourd'hui, pari gagnant. Petit clin d'œil au passage Hungaroring et Renault. C'est une histoire qui fonctionne plutôt bien. Ça avait bien fonctionné en 2003 avec Alonso. Effectivement, ouais, le pilote espagnol qui avait gagné sa première course sur le Hungaroring pour sa première saison avec Renault à l'époque. Forcément, le symbole était beau. Et je veux continuer sur ce que tu disais sur le parcours d'Esteban Ocon parce que il y a beaucoup de gens qui ne suivaient pas forcément Esteban Ocon avant la F1 et c'est normal, hein, on ne vous demande pas de tout suivre avant la F1, c'est absolument normal, mais Esteban Ocon c'est quand même quelqu'un qui a dû faire énormément de sacrifices pour arriver à ce niveau-là. C'est quelqu'un qui s'est vu en 2014 passer devant par Lotus pour être pilote CCR par Adair Lifong et Carmen Jorda. Voilà, vous ne savez pas qui c'est, nous non plus. Et pourtant, ce pilote et cette pilote sont passés devant lui en tant que pilote essayeur de chez Lotus. C'est quelqu'un qui, début 2015, n'avait pas de baquet en GP3 avant que Mercedes le prenne sous son aile. C'est quelqu'un qui, en 2016, n'avait pas de baquet du tout avant d'aller en DTM, puis finalement d'être pris par Manor pour une demi-saison. C'est quelqu'un qui s'est retrouvé à la fin de la saison 2018 sans volant et qui, aujourd'hui, montre pourquoi on lui a fait confiance. Et il y a quelque chose de très important dans la victoire d'Esteban Ocon, et tu en as parlé. C'est que on peut dire que c'est une victoire un peu opportuniste, mais non, tu as tout à fait raison, il l'a construit du début à la fin. Et ça, c'est un point commun avec la victoire de Pierre Gasly l'an dernier, c'est-à-dire que certes, ils ont eu l'opportunité de gagner, mais ils n'ont pas craqué. Et ni Gasly l'an dernier, ni lui n'a craqué. Aucun des deux n'a fait d'erreur, pourtant sous la pression d'un quadruple champion du monde, ce coup-ci, hein, quand même. Sébastien Vettel, la dernière fois, certains avaient dit pour Pierre Gasly, oui, mais derrière c'était Carlos Sainz qui avait jamais gagné aussi, et Lance Stroll qui avait jamais gagné aussi, donc des pilotes peut-être un peu fébriles psychologiquement. Là, non. Et c'est une victoire amplement méritée, c'est une victoire qu'il a su construire. Oui, il s'est retrouvé en tête après l'arrêt de Lewis Hamilton lors du restart, mais il aurait pu tout à fait craquer, tout à fait terminer deuxième, et personne ne lui en aurait voulu. Et pourtant, il est allé chercher cette victoire et il la mérite absolument amplement.
Écoute, je pense que tu as tout résumé. Après, je suis content parce on a souvent décrié nos pilotes français et ça date depuis à peu près une vingtaine d'années. En disant ah ouais non mais ils sont pas très bons etc. Même quand on en a qui sont dans des bons paquets, ils sont incapables de gagner. Non, il faut des fois saisir l'opportunité quand elle se présente, mais aussi savoir vraiment construire sa victoire. Ocon a eu son occasion, il l'a tout de suite saisi. Gasly a eu son occasion, il l'a saisi. Grosjean, si on revient quelques années en arrière, a eu peut-être à une ou deux occasions peut-être la possibilité de gagner une course. Mais avec peut-être en face des concurrents un petit peu plus véloces, avec des voitures un petit peu plus dominatrices, et on va dire dans une situation peut-être psychologique qui est différente de celle d'Esteban ou de Pierre. Absolument, et t'as tout à fait raison de parler de Romain Grosjean parce que la génération Grosjean, Vergne, Pic, Bianchi qui est arrivée en 2012 après un désert pour la F1 française, et qui se sont eux un petit peu cassés les dents au début à rechercher des sponsors, à ramener la lumière sur la F1 en France. C'est aussi grâce à eux que Gasly et Ocon ont pu arriver aussi jeunes en F1 et avec autant de lumière sur eux parce qu'ils étaient déjà suivis à cette époque-là, parce que ces mecs-là ont mis la lumière sur les gamins français qui arrivaient après. Et donc forcément on pense à Jules en premier lieu, mais c'est aussi un petit peu grâce au travail de tout ce qui s'est passé avant que on peut avoir 2 années de suite un pilote français vainqueur de Grand Prix. Et ça, c'est formidable. Et on peut saluer au passage quel travail de reconstruction de Renault. Oui, alors ça, oui, vas-y. Non, bah vas-y, je te laisse enchaîner, mais chapeau bas quand même. Effectivement, parce que lorsqu'ils avaient recruté Daniel Ricciardo, c'était pour aller vers les sommets. Et puis cette saison 2019 s'était mal passée. La saison 2020 avait mis beaucoup de temps à démarrer. On se souvient qu'Esteban Ocon, justement, avait mis beaucoup de temps à revenir dans le rythme de la F1, que Daniel Ricciardo n'était plus aussi incisif. Et peut-être que sa saison chez McLaren cette année, c'est aussi la prolongation de ça. Et puis finalement, une écurie Renault qu'on disait loin de tout en début de saison, qui aux essais hivernaux inquiétait même, qui a continué sa ligne de marche avec un duo, moi je trouve, Fernando Alonso, Laurent Rossi, qui a toujours eu un discours très très clair sur le sujet, toujours aller de l'avant, toujours accompagner. Quand Ocon allait moins bien, on gardait sa confiance, on disait c'est un pilote qui a un énorme potentiel. Fernando Alonso le disait, Laurent Rossi le disait. Il y avait une sérénité et un calme qui régnait dans cette équipe qui faisait que même si on est parti peut-être sur des mauvaises bases, tout s'est construit bien au fur et à mesure de la saison. Et ça, en plus avec Fernando Alonso, on en doutait un petit peu puisqu'on connaît le caractère du bonhomme. On sait que parfois, il brouille plus les choses qu'autre chose. Pas cette fois, et je trouve que justement, Alonso a grandement mûri sur ce côté-là. Ocon doit une fière chandelle à son équipier champion espagnol. Il a retenu pendant de précieux tours Lewis Hamilton en offrant une défense musclée mais correcte. Si vous n'êtes pas d'accord dans les commentaires, aucun souci pour en débattre. Mais pour moi, Alonso s'est montré sévère mais juste. Les plaintes d'Hamilton à la radio étaient à mourir de rire. Cette grosse défense qu'il a offert, ça a pesé énormément dans la balance pour Ocon. Quand on voit le rythme qu'a affiché Hamilton après avoir dépassé les deux Espagnols, à savoir successivement Alonso puis Sainz, quand on voit comment il est remonté en fin de course, il était à peine à 2 secondes d'Ocon. Si Alonso n'avait pas offert cette résistance, à mon avis, le Britannique aurait été capable de rafler la mise dans peut-être le dernier tour. Effectivement. Et puis pour terminer sur Alonso, avant de passer à Hamilton, là, c'est là où tu vois aussi toute la science de la course du mec, c'est que dans le premier virage, il y a 2 types de pilotes théoriquement. C'est ceux qui défendent à l'extérieur et qui vont essayer de piquer le plus possible à l'intérieur, donc sur une trajectoire large extérieur-intérieur avec le plus de vitesse. Ceux qui défendent à l'intérieur et qui ressortent à l'extérieur avec une autre trajectoire large avec beaucoup de vitesse et qui essayent de forcer cette vitesse. Et Alonso qui défend à l'intérieur et qui reste à l'intérieur. Comme ça, il empêche son adversaire de croiser, il ne le laisse pas enrouler puisque la piste n'est pas assez large. Et tant pis s'il n'a pas beaucoup de vitesse, puisque comme il coupe la trajectoire de son adversaire derrière,
Lewis Hamilton était obligé à chaque fois de se relancer un peu après, donc perdait de la vitesse à cet endroit-là. Et donc sans forcer, il pouvait rester devant sans avoir à forcer sur ses pneus, sans avoir à choisir une trajectoire. Donc ça, c'est toute l'intelligence de course de Fernando Alonso. Et si vous avez la chance de regarder les on-board, regardez les 4-5 tours où vraiment la lutte a été intense entre Hamilton et lui. Je ne sais plus quel tour c'est, ça doit être dans les tours 48-50 à peu près dans ces eaux-là. Les on-board depuis la voiture d'Hamilton, quand vous voyez la trajectoire d'Alonso, c'est magnifique. Il l'endort à chaque premier virage et l'empêche d'utiliser son DRS sur la deuxième zone de DRS. Lewis Hamilton, je te laisse en parler puisque finalement Hamilton et Mercedes était très mal parti après ce triple header. On en avait parlé avec Louis, avec les 2 Grands Prix en Autriche et le Grand Prix de France. Et le momentum semblait complètement pour Max Verstappen. Et Lewis Hamilton, encore une fois dans la saison, encore une fois, a gardé son calme et a sauvé des précieux points alors que ça paraissait très mal parti après ce restart. Ça paraissait mal parti. Alors, je ne sais pas à qui rejeter la faute. Est-ce qu'on rejette la faute au pilote parce qu'on a bien vu que chez Mercedes, ils étaient prêts à l'accueillir, Hamilton, au moment du deuxième départ. Est-ce lui qui, au final, a pris la décision en disant « Non les gars, je vais me placer sur la grille, je rentre à la fin du tour » ou est-ce que c'est au niveau de la direction de Mercedes, peut-être Toto Wolff ou même son ingénieur de piste, où la décision a été prise. En tout cas, c'est une décision lourde de conséquences. À savoir, il y avait peu de chances qu'Hamilton ressorte premier des stands. Ça, on est d'accord avec toutes les voitures qui rentraient. Ils étaient les uns à la suite des autres, plus par exemple chez Williams, chez Haas ou chez Alpha, pour ne citer que, ou même Alpine. Quand il y a 2 bagnoles, forcément, dans les stands, c'est un peu le bazar. Donc Hamilton ne serait, à mon avis, pas reparti premier. Il serait peut-être reparti, allez, on va dire 4-5e. Repartir 4-5e, c'est pas la même chose que déjà se taper une procédure de départ en étant tout seul, repartir avec les mauvais pneus et ensuite être obligé de repasser au puits et prendre un déficit de 30 secondes. Après, la raison qu'a évoqué Toto Wolff, c'est de se dire que s'ils rentraient en premier et que personne ne rentrait derrière eux, certes, ils repartaient au milieu de pilotes moins rapides et avec des pneus plus frais, mais le temps qu'ils dépassent tout le monde, les pilotes devant auraient eu le temps de prendre suffisamment d'avance pour faire un arrêt au stand gratuit, puisque le temps que tu l'as dit, le temps qu'on dépasse les Haas, les Alfa Romeo, les Williams restantes, même si elles étaient assez haut, on l'a vu avec Verstappen en deuxième partie de course, c'est pas forcément facile et ça aurait pu à ce moment-là créer un gap suffisant pour que les premiers, c'est-à-dire Ocon et Vettel, puissent faire un arrêt au stand gratuit. Donc finalement, il n'y avait pas de bonne solution. On va pas dire que Mercedes n'a pas fait d'erreur pour une fois lors des courses un peu folles, mais on les a connus bien pire dans des courses aussi folles et on les a connus à prendre des décisions beaucoup plus incompréhensibles quand même. C'était pas la pire. Nous nous mentons. Bon, écoute, je te le concède. Mais Après, c'est l'explication de Toto Wolff. Hein. Je t'accorde que moi, la tienne me va beaucoup plus que. Mais après, est-ce que c'est une explication politique ou pas? Voilà, libre à chacun de juger la véracité des paroles de Toto Wolff devant une caméra. Bien sûr. Après, le fait est qu'ils avaient la possibilité de gagner la course et ils ont de nouveau gâché une cartouche en ne gagnant pas la course. Alors certes, Hamilton repart avec une deuxième place si la disqualification de Vettel est confirmée. À l'heure où nous enregistrons, Sébastien Vettel a été disqualifié du Grand Prix. Toutefois, l'équipe a fait appel, donc on saura, je pense, dans quelques semaines si la décision est bien entérinée, si la disqualification est maintenue ou pas. Exactement. Une autre écurie à moteur Merco qui a bien plus performé, enfin qui nous a ébloui aujourd'hui, c'est Williams qui a placé ses 2 voitures dans les points une première fois depuis, je pense, 2017, comme ça, je dirais. À mon avis, ouais, voilà, sans me tromper, depuis l'époque Stroll-Massa, je pense. Des premiers points pour Nicolas Latifi en F1, des premiers points avec Williams pour George Russell, et dans cette lutte pour la 8e place au classement constructeur entre eux, Alfa Romeo et Haas, ils ont enfin concrétisé ce qu'ils montraient depuis un moment, c'est-à-dire qu'ils sont les plus rapides et qu'ils ont peut-être moyen de sécuriser cette 8e place. Alors je te rejoins, ils ont été très clairvoyants au niveau de la stratégie.
Peut-être petit bémol parce que Russell s'est peut-être montré un poil gourmand dans les stands. Bon, il a tout de suite rectifié en piste parce que je pense qu'il a compris qu'il avait peut-être été un petit peu limite, pour ne pas dire très très limite. Euh, bon, c'est un peu dommage qu'ils finissent derrière Latifi. Bon, c'est comme ça. Je te laisse parler d'Alfa Romeo qui, à mon avis, sur ce Grand Prix, pouvait peut-être faire quelque chose, peut-être plus avec Raikkonen que Giovinazzi, mais je pense qu'il y avait moyen de sortir quelque chose pour les hommes de Fred Vasseur. Ah bah absolument, et puis encore une fois, on parlait de Mercedes comme écurie qui parfois fait des erreurs lors des courses à rebondissement. Alfa Romeo est aussi coutumier du fait, hein. On le sait, en Italie l'an dernier, dans plein de courses, c'est un peu comme ça. Et là, au début, il tente un pari avec Antonio Giovinazzi en le faisant passer sur des pneus slick au moment du départ. Et dès la fin du premier tour, lorsque tout le monde retourne en piste, lui re-rentre au stand, alors qu'à ce moment-là, il y a des pneus slick qui plus tard s'avéreront les bons, et se retrouve encore plus en dernière position qu'il ne l'était déjà, loin au moment du restart. Et donc, lorsque les voitures repartent pour faire ce fameux départ arrêté, eh bien, il repasse une troisième fois par les stands déjà, pour changer ses pneus encore. Enfin, on était à peine à 6 tours de course, il avait déjà fait l'alternance pneu pluie, puis pneu sec, puis pneu pluie, puis pneu sec. Donc finalement, quand tu regardes le temps perdu au stand, c'est déjà énorme. Et pour Kimi Raikkonen, Kimi avait, je pense que Kimi avait, lors de ce Grand Prix, la vitesse pour aller chercher des gros points, pouvait aller chercher un Latifi en vitesse de pointe, pouvait sans doute faire bien mieux, mais par quoi a été handicapé sa course? Par un unsafe release qui en plus fait abandonner Nikita Mazepin, par un unsafe release qui se fait du coup au moment de ce restart, donc il doit faire sa pénalité lorsque tout le monde est groupé, donc il perd encore plus de temps, il se retrouve à la rue derrière tout le monde, et en fait ça fait des gros points de gâchés pour Alfa Romeo et des points qu'ils perdent eux-mêmes face à Williams, parce que autant Haas n'avait pas la performance du tout et Nikita Mazepin abandonne, Mick Schumacher se retrouve avec une voiture qui est de toute façon, on le sait, très tôt derrière. Si vous regardez le compte Twitter, on a sorti les performances en qualif de chaque voiture, et là c'est la seule voiture à plus de 103% de la pole à chaque fois, quand les autres sont en moins de 102%, donc il y a plus d'1% d'écart. 1% ça fait 750 millièmes en moyenne par tour sur la saison, donc c'est énorme, hein. C'est quasiment une seconde par tour qu'ils prennent par tout le monde, par les avant-derniers. Donc cette lutte pour la 8ème place, en fait, elle est entre Williams et Alpha. Et sur des courses comme ça, on ne peut pas se permettre pour Alfa Romeo de faire autant d'erreurs. Il y a eu, sur les 10 premiers tours, au moins 5 erreurs de fait par l'écurie sur l'ensemble des deux voitures. Et c'est pas possible, et ça coûte des gros points. Et moi, je comprends tout à fait la réaction de Kimi Raikkonen à l'arrivée, de dire c'est pas possible qu'on fasse ça, quoi. Et que Williams, alors il avait dit à ce moment-là que Williams prenait 6 points et eux non. Finalement, ils vont peut-être prendre un point avec ces disqualifications, mais Williams va en prendre 10, donc le différentiel va être encore plus grand. Et voilà, et ça fait partie des perdants. Mais je vais te laisser continuer parce que c'est pas les seuls perdants de ce week-end. Des perdants ce week-end, il y en a eu beaucoup. Eh bien oui, au niveau des perdants, on peut notamment citer Red Bull et Verstappen. Pas dans le rythme en qualif, clairement, que ce soit aussi bien Verstappen que Perez. On va pas rentrer, parce que pour moi, il n'y a pas de polémique au moment des qualifications. Non, pour moi non plus, non. Voilà, sur les histoires de Tourlan, Hamilton, coureur ralenti et pilote Red Bull, non. Je veux dire, à un moment donné, au niveau des chronos, ils les connaissent. Dans ces cas-là, quand on sent qu'on est un petit peu juste, il y a juste à appuyer sur l'accélérateur, on dépasse le mec qui est devant et puis go, quoi, hein. Je veux dire, Perez s'est fait piéger aussi bien par Hamilton, mais Verstappen aussi. Faut quand même le citer. Absolument. Parce que Verstappen était juste devant lui. Donc ça, c'est la première chose. Perez, dommage collatéral au moment du crash du départ avec Bottas qui fait un peu n'importe quoi. Verstappen, il est reparti avec une voiture qui était fortement endommagée, donc au niveau de la course, c'était compliqué. Ça fait 2 courses très compliquées pour Verstappen. Verstappen qui avait un gap énorme au championnat par rapport à Hamilton. Hamilton qui fait 2 courses très solides et qui revient dans la lutte. Il part même au moment de la pause estivale en reprenant le leadership. Donc ça, c'est un petit peu embêtant. McLaren, parce que je pense que Norris avait moyen peut-être de faire quelque chose.
Pareil, hein, Bottas touche Norris, Norris touche Verstappen. Donc le Britannique contraint à l'abandon parce qu'il y avait trop de dégâts sur la McLaren. Daniel Ricciardo, malheureusement inexistant, même pas dans les points. Zéro pointé. Quand Alpine fait, à l'heure où nous parlons, premier et quatrième au championnat constructeur, ça fait mal. Très mal. Et je te laisse parler du coup des derniers perdants. Savoir Aston Martin. D'Aston Martin, ouais, parce qu'Aston Martin, théoriquement, lorsqu'il y a une course folle, c'est eux qui en profitent. On l'avait vu à Bakou. Et là, bon, déjà, Lance Stroll est responsable du crash. Il a admis comme Bottas, d'ailleurs, tous les deux l'ont admis très rapidement, ce qui prouve qu'il n'y avait aucune ambiguïté. Hein. Lors de ce genre de crash, de toute façon, c'était très clair. Et puis, il y a la disqualification probable de Sébastien Vettel. Alors, le règlement est clair. Je pense que là-dessus, nous, dans toute l'équipe, on a eu chacun de notre point de vue, mais la réalité, c'est que le règlement précise qu'il faut une quantité minimum d'essence à pouvoir être prélevée. C'est pas la première fois que ça arrive à Sébastien Vettel dans sa carrière. C'était déjà arrivé de mémoire au Grand Prix des Émirats Arabes Unis 2012 en qualification. Je me demande s'il n'y en avait pas eu un autre entre-temps, mais en tout cas celui-là c'est sûr. Et là, c'est la même chose. On peut se demander, oui, qu'est-ce que ça change s'il reste 1 litre ou 750 ml? Si ça ne change rien, pourquoi est-ce qu'ils ne l'ont pas rajouté cette quantité? Voilà, c'est la seule chose. Et c'est une erreur bête d'Aston Martin et qui leur fait perdre des gros points. Et mine de rien, sur les 2 dernières courses, ils font quand même 4 voitures non classées. Ils récupèrent seulement 4 points. Quand AlphaTauri, sur l'ensemble des 2 courses, en récupère plus qu'eux. Quand Alpine en récupère plus qu'eux. Et finalement, ils se retrouvent largués dans cette course à la 5e place. Eux qu'on voyait à un moment se battre pour la 3e ou la 4e place. Hein. Maintenant, ça sera impossible de rattraper ça. Et même pour la 5e place, et sur cette course-là, lorsque les 2 Alpine et les 2 AlphaTauri sont classés, ça fait très très mal pour Aston et il va falloir très vite combler ce genre d'erreur parce que c'est pas possible. Ça faisait beaucoup d'années qu'on n'avait pas vu cette infraction au règlement-là, la fameuse quantité d'essence minimum manquante. Mais ça tombe sur eux. Voilà, il faudra se remettre en cause pour les prochaines courses parce qu'ils font partie des grands perdants avec Red Bull, avec McLaren, avec Alfa Romeo. En fait, c'est sur cette course-là, c'est vraiment des écuries qui ont beaucoup perdu et des écuries qui ont beaucoup gagné. Et finalement, en fait, il n'y a que Haas et Mercedes qui sont dans un espèce d'entre-deux. Et Ferrari aussi. Voilà, il y a 3 écuries entre deux. Et puis le reste, c'est que des grosses défaites ou des grosses victoires. Donc, ce qui prouve bien que cette course était assez spéciale. Pour terminer, mon cher Pierre, je te laisse nous donner ton flop d'or de ce Grand Prix. Écoute, pour moi, mon flop d'or, ça va être, Stroll. Parce que sur ce crash, compte tenu de la trajectoire qu'il prend, plus les conséquences qui en découlent, et vu son expérience, c'est pas possible, quoi. C'est inadmissible. Effectivement, ouais. Surtout que autant le crash de Bottas, alors on va pas défendre Bottas sur ce qu'il a fait, mais autant le crash de Bottas, on en a déjà vu des crashs comme ça où tu es derrière une voiture, tu as moins d'appui aérodynamique, tu freines trop tard, c'est terminé. Mais le crash de Stroll, de vouloir passer à l'intérieur sur un Leclerc qui a déjà 2 roues sur la ligne blanche, qui est déjà mort sur l'herbe à moitié. Enfin, comment est-ce que tu peux tenter ça, quoi? Sous la pluie, c'est pas possible. La dernière fois que ça a été tenté, c'était Liuzzi en 2011 à Monza et ça a fait un strike monumental. Donc non, c'était pas possible de la part de Lance Stroll et je te rejoins. En plus, on sait que c'est une course où il aurait sûrement énormément performé s'il avait été dans les voitures survivantes, parce que c'est le genre de course qu'il affectionne. Mais une panne de cerveau pas possible, tu peux pas faire ça à ce niveau-là. Non, Lance Stroll, je te rejoins totalement, le flop d'or de ce Grand Prix. Mais il y en a pas mal, des petits flops, des flops d'argent, on va dire. Hein. Pour rester dans l'esprit olympique, il y en a quelques-uns. Les stratégies d'Alpha, flop d'argent. Ouais, on peut. On a beaucoup parlé d'Esteban Ocon, on a beaucoup parlé d'Alpine. Petit mot, Alonso, driver of the day. Bon, ça c'était mérité. Et au passage, Pierre Gasly, bon, dans les points devant Tsunoda, ça fait bien au niveau moral et puis ça consolide sa position de leader. Et le point du meilleur tour quand même à souligner. Effectivement, ouais, tout à fait. Et d'ailleurs, c'était comme en 95 et 96 où Jean Alesi qui avait gagné en 95 avait fait le meilleur tour au moment où Panis avait gagné en 96. C'est la même chose là. Voilà, l'histoire se répète encore et encore du côté du sport auto français.
Mon cher Pierre, je te laisse partir en vacances très tranquillement. Peut-être que nous reviendrons avant la rentrée F1 pour les 24 heures du Mans auto, voire peut-être pour la Formule E. Nous ne savons pas encore, nous verrons comment nous organisons. Mais en tout cas, je te remercie Pierre d'avoir été avec moi. Eh ben écoute, juste une parenthèse, j'avoue avoir, j'ai vraiment hâte de voir la finale à Berlin pour la Formule E parce qu'à Londres c'était ultra disputé, c'était vraiment une course magnifique. Et écoute, pour les 24 heures du Mans ou tout simplement pour la rentrée des classes Formule 1 avec grand plaisir. Si vous êtes en vacances, bah écoutez, profitez-en bien et puis si vous partez bientôt, faites gaffe à vous et puis à très bientôt. Allez, salut tout le monde, au revoir.